Passer à côté du fait qu'appartenant à la France insoumise, mais au Parlement européen, vous êtes la cible de nombreuses critiques, qu'on vous considère anti-Israël pour défendre la cause palestinienne. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes anti-Israël et donc antisémite? Je vois pas... non, mais attendez, l'antisémitisme, c'est un délit, madame. Hein, il n'y a aucune condamnation ni poursuite en ce sens. Me concernant, ça fait maintenant des années que je porte cette question. Donc je crois que ce qui se passe en France, c'est sensiblement ce qui se passe dans de nombreux pays, c'est-à-dire une tentative de disqualifier du débat public les personnes et politiques des personnes qui défendent la cause palestinienne sous couvert justement de ces attaques sur l'antisémitisme. Je suis juriste de formation, moi je me fie au droit. Je ne sais pas ce que ça veut dire être anti-israélienne. Par contre, ce que je sais, c'est que l'apartheid en Israël est parfaitement documenté par de nombreux rapports. Et c'est un crime contre l'humanité si on se réfère au statut de Rome et de la Cour pénale internationale. Ce que je sais, c'est que le régime israélien fait l'objet de mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Ce que je sais aussi en droit, c'est que la Cour internationale de justice a rendu une ordonnance qui a reconnu un risque plausible de génocide et qu'elle a imposé de mesures conservatoires à ce même État israélien qui n'a pas du tout respecté ces mesures conservatoires et qui s'est engouffré dans cette dérive génocidaire. Ce que je sais également, c'est que l'État d'Israël poursuit une politique de colonisation avec des crimes en colonisant les territoires palestiniens en Cisjordanie, rendant impossible la survie même du peuple palestinien. Et enfin, ce que je sais, c'est qu'Israël occupe de manière illégale depuis des décennies ces territoires palestiniens, tout en commettant des crimes de guerre de manière assez répétée. Donc, si vous voulez être anti-israélien, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la langue du droit. Nous sommes face à un État qui est devenu un État paria, qui n'est pas du tout un interlocuteur fiable sur le plan international, sur lequel nous ne pouvons absolument pas nous reposer en termes d'engagement. Et donc, il nous faut aller sur le terrain des sanctions, il nous faut aller sur le terrain du respect du droit international pour sauver le peuple palestinien. Vous déplorez beaucoup le fait que les leaders occidentaux là, ou européens et même le Canada a déploré ce qui se passe en Palestine, mais n'est jamais allé jusqu'à prononcer le mot génocide. Et de votre côté, on vous a reproché de ne pas avoir condamné l'attaque du 7 octobre. Est-ce exact? Oui, alors on m'a reproché beaucoup de choses, madame. Maintenant, moi, si vous voulez, j'ai déjà condamné les attaques du 7 octobre, mais le 7 octobre, c'est le 7 octobre. Il y a eu le 8 octobre, le 9 octobre, le 10 octobre, le 11 octobre. Il y a eu 1 an et demi d'actes génocidaires répétés qui ont été parfaitement documentés par les plus grands experts, y compris des experts onusiens. Je vous renvoie au rapport Anatomie d'un génocide de la rapporteure spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese. Je vous renvoie au rapport d'Amnesty International, de Human Rights Watch, aux experts du génocide, y compris des experts israéliens et des experts de l'Holocauste qui ont qualifié ce qui se passe en ce moment là-bas comme étant un génocide. Et je veux juste conclure sur un élément qui est extrêmement important. La Convention sur la prévention du génocide, comme son nom l'indique, c'est une convention pour prévenir le génocide. C'est une convention qui a été faite pour mobiliser les États et toutes les prérogatives qui sont entre leurs mains pour prévenir un génocide dès lors que le risque est possible. Et c'était tout l'objet de l'ordonnance de la Cour internationale de justice. Ça a été de dire aux États, il y a un risque plausible de génocide au regard de ce que fait Israël dans la bande de Gaza. Maintenant, c'est à vous d'agir. Ouais. Et j'observe effectivement que des États occidentaux n'ont pas fait le minimum du minimum, à savoir stopper toutes les coopérations militaires dès lors que le risque plausible de génocide était documenté, puisque les armes qui sont utilisées par Israël aujourd'hui sont des armes qui sont utilisées pour des crimes de guerre et des crimes de génocide. Ouais. Même il y a quelques jours à peine, j'entendais Ehud Olmert, l'ancien premier ministre israélien, condamner la politique de Netanyahou à l'égard de Gaza et des Palestiniens. Comment expliquez-vous cette impuissance des États occidentaux de soutenir les Palestiniens? Eh bien, elle s'explique de deux manières. Je ne pense pas qu'ils ont une impuissance à soutenir les Palestiniens. Par contre, je pense qu'ils sont aveugles au regard de ce qu'est la nature de l'État israélien. Et je crois que ça s'explique de deux manières. La première, c'est la dimension... Je sais que c'est des éléments un peu tabous, mais il faut y aller.
il est temps. Donc les deux éléments qui font qu'on bloque en Occident sur ce sujet, c'est d'abord la dimension coloniale, c'est-à-dire que l'État d'Israël est un État qui s'est construit avec toute une politique coloniale à l'égard du peuple palestinien. Moi, je suis une enfant de la Nakba. La Nakba, en 1948, c'est la destruction de 500 villages, l'expulsion de plus de 800 000 Palestiniens. Ma famille a vécu dans des camps de réfugiés en Syrie depuis 3 générations et j'ai encore ma famille qui... Donc, depuis la création de l'État d'Israël, si vous voulez, il y a une logique politique coloniale à l'endroit du peuple palestinien. Et ce que dit le peuple palestinien, c'est que ce rapport colonial ne s'est jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le deuxième élément, donc la question coloniale, elle est très importante et je crois que dans la mesure où les pays occidentaux ont eux-mêmes un passé colonial avec lequel ils ont du mal à être en paix et qu'ils ont du mal à reconnaître ou à pleinement reconnaître, le Canada fait partie de ces pays qui reposent, si vous voulez, sur le génocide et le massacre de peuples autochtones. Et ensuite, le deuxième élément, c'est la Shoah, c'est la mémoire de la Shoah. C'est un élément qui est extrêmement chargé dans l'histoire, notamment du continent européen. Et nous avons pensé la création de l'État d'Israël comme étant le refuge des communautés juives. Alors moi, je veux bien dire qu'il faut un refuge, si vous voulez, pour des personnes qui ont été massacrées sous le régime nazi. Mais ça ne peut pas se faire au détriment de tout un peuple. Ça ne peut pas se faire au détriment de tout un peuple qui a perdu son pays, son avenir, son indépendance, son droit à l'autodétermination. En terminant, est-ce que vous espérez une solution à 2 États ou c'est impossible? Alors, la solution à 2 États est plutôt un problème aujourd'hui, puisqu'elle est caduque. En réalité, la solution à 2 États, elle reposait sur les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo prévoyaient que Israël se retire sous 5 ans. Sous 5 ans des territoires palestiniens. Qu'est-ce qui s'est passé 5 ans après les accords d'Oslo? Israël a poursuivi sa politique de colonisation et d'occupation. Aujourd'hui, il ne reste que très peu de territoires sur lesquels les Palestiniens sont autonomes. Donc, si vous voulez, nous avons un nouveau paradigme aujourd'hui. J'appartiens à une génération qui a embrassé cette question sous le prisme de l'apartheid, qui est encore une fois parfaitement documenté. L'apartheid nous amène à des nouvelles revendications politiques, à savoir une égalité de droits. Finalement, c'est de dire Palestiniens et Israéliens, ils vivent aujourd'hui de fait sur tout le territoire. En Israël, vous avez 20% de la population qui est palestinienne d'origine, qui a la nationalité israélienne certes, mais qui est d'origine palestinienne. En territoire palestinien, vous avez 1 million de colons. Comment voulez-vous, si vous voulez, recréer des territoires où vous allez expulser 1 million de colons et de l'autre, vous allez expulser 20% de la population israélienne qui vit là-bas et qui est ancrée là-bas? Aujourd'hui, l'avenir, il est sur une égalité de droits, une liberté d'installation et une liberté de circulation pour toutes et tous. Et ceux qui se refusent à considérer que les Palestiniens doivent avoir des droits égaux avec les Israéliens n'ont pas leur place sur ces terres, à savoir les colons extrémistes qui doivent être renvoyés de là où ils viennent et qui doivent être condamnés. Là-dessus, Rima Hassan, eurodéputée franco-palestinienne, en route vers Gaza, sur le Madeleine, dans le but de livrer de l'aide